petite fille pauvre surgit de nulle part et crie désespérément « Ne montez pas dans ce train !» Le milliardaire, perplexe, ignore l'avertissement et se dirige vers son wagon VIP. 2 minutes plus tard, il découvre un sabotage mortel sur le point de se produire. Et la petite fille connaissait chaque détail technique avec une précision surnaturelle. Cette rencontre change tout. Elle n'était pas seulement une sans-abri, c'était le début d'une vérité impossible à ignorer. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. La gare du Nord s'éveillait doucement sous les premiers rayons du soleil parisien. L'imposant édifice de fer et de verre, témoin silencieux de milliers de destins croisés chaque jour, abritait depuis quelques mois une petite silhouette qui passait presque inaperçue. Amélie, une fillette de 8 ans aux grands yeux bleus et aux cheveux châtains emmêlés, avait fait de ce lieu son refuge. Personne ne semblait remarquer cet enfant qui se faufilait entre les voyageurs pressés, survivant de petites pièces glanées ici et là, dormant dans les recoins oubliés de l'immense gare. Ce matin-là, Amélie fut réveillée par une sensation étrange, un frisson qui parcourut son corps frêle. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité d'un local technique où elle avait trouvé refuge pour la nuit, elle fut assaillie par des images d'une netteté saisissante. Un train luxueux, des freins défectueux, une catastrophe imminente. Ces visions, aussi précises que terrifiantes, n'étaient pas nouvelles pour elle. Depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, ses rêves éveillés venaient à la visiter, lui montrant des fragments d'un futur qui n'était pas encore advenu. Le cœur battant, Amélie se redressa. Elle savait que ces visions n'étaient pas de simples cauchemars. L'expérience lui avait appris qu'elles se réalisaient toujours. Et cette fois, elle avait vu un homme, un visage qu'elle reconnaîtrait. Un homme qu'elle devait absolument trouver avant qu'il ne monte dans ce train. Dans le hall principal de la gare, l'effervescence habituelle des matins parisiens battait son plein. Hommes d'affaires consultant frénétiquement leurs montres, touristes désorientés, employés de la SNCF en uniforme bleu, tous se croisaient dans une chorégraphie bien rodée. C'est alors qu'Amélie le vit. Grand, élégant, vêtu d'un costume sur mesure, il avançait d'un pas assuré, entouré de 2 assistants qui semblaient en boire ses paroles. Antoine Valmont, PDG de Valtech, l'une des plus grandes entreprises technologiques françaises, se dirigeait vers les quais réservés aux trains de luxe. Sans hésiter, Amélie se faufila entre les voyageurs, ignorant les regards réprobateurs que lui lançaient certains. Elle devait l'atteindre, coûte que coûte. Alors que Valmont s'apprêtait à passer le contrôle d'accès au quai privé, la petite fille surgit devant lui, essoufflée. « Monsieur Valmont, vous ne devez pas monter dans ce train », s'écria-t-elle, ses yeux bleus fixés sur l'homme d'affaires. Les gardes du corps réagirent immédiatement, s'interposant entre leur patron et cet enfant dépenaillé. Mais Valmont, intrigué par le fait que cette petite mendiante connaisse son nom, fit un geste pour les arrêter. « Comment connais-tu mon nom, petite ?» demanda-t-il, scrutant ce visage sale mais étrangement lumineux. « Ce n'est pas important, » répondit Amélie avec une assurance déconcertante pour son âge. « Ce qui compte, c'est que votre wagon privé a été saboté. Le système de freinage principal présente une défaillance au niveau du circuit hydraulique secondaire et les capteurs de pression ont été recalibrés pour masquer le problème. » Un silence stupéfait s'abattit sur le petit groupe. L'une des assistantes, Élise Mercier, laissa échapper un rire nerveux. « Monsieur, nous devrions poursuivre. Vous allez manquer votre réunion à Lyon, » dit-elle en jetant un regard méprisant à l'enfant. Mais Valmont ne bougeait pas, fixant intensément Amélie. Comment cette enfant pouvait-elle connaître des détails aussi techniques sur son train privé? Des informations qui n'étaient accessibles qu'à un cercle très restreint de personnes. « Il y a une marque distinctive sur le boîtier de contrôle principal, » poursuivit Amélie, le regard soudain lointain, comme si elle lisait ces informations quelque part. Une rayure en forme de croissant de lune, visible seulement quand on retire le panneau d'accès pour la maintenance. Le visage de Valmont se décomposa. Cette marque, il l'avait lui-même remarquée lors de la dernière inspection, qu'il avait insisté pour superviser personnellement, par pure curiosité technique. Personne d'autre que lui et le chef mécanicien ne pouvait être au courant. « Comment sais-tu cela ?» murmura-t-il, soudain très pâle. Amélie ne répondit pas directement, mais ses yeux semblaient implorer l'homme d'affaires de la croire. « Si vous montez dans ce train, vous ne reviendrez pas, » dit-elle simplement. Un frisson parcourut l'échine de Valmont. Il y avait quelque chose dans le regard de cet enfant,
une profondeur, une sagesse qui n'appartenait pas à son âge. Il prit une décision. « Élise, appelez la sécurité ferroviaire. Je veux une inspection complète de mon wagon avant le départ. Et reportez ma réunion à Lyon. » « Mais monsieur, c'est absurde. Vous ne pouvez pas croire cette... »« Faites ce que je vous dis, » coupa Valmont d'un ton qui n'admettait aucune réplique, tandis qu'Élise s'éloignait, visiblement contrariée, pour passer les appels nécessaires. Valmont se tourna à nouveau vers Amélie. La fillette semblait soudain épuisée, comme si l'effort de cette confrontation avait drainé toute son énergie. « Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Amélie secoua la tête, méfiante mais trop fatiguée pour fuir. « Comment t'appelles-tu » ? « Amélie, » répondit-elle après une hésitation. « Eh bien, Amélie, je crois que toi et moi avons beaucoup à nous dire. Si tu veux bien me suivre, nous serons plus à l'aise pour discuter dans mon bureau. » La petite fille hésita un instant, puis hocha la tête. Elle avait accompli la première étape de sa mission, empêcher Antoine Valmont de monter dans ce train. Mais ce n'était que le début. Les images qui hantaient ses rêves étaient bien plus vastes, bien plus terrifiantes que ce simple sabotage. Et d'une façon ou d'une autre, elle savait que cet homme était la clé de tout. Alors qu'ils quittèrent la gare, Amélie jeta un dernier regard vers les quais. Elle avait vécu dans cette gare pendant des mois, observant, attendant, guidée par ses visions. Maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Elle suivit Valmont vers sa voiture, ignorant le regard suspicieux d'Élise Mercier qui les observait s'éloigner. Ce qu'Amélie ne pouvait pas savoir, c'est que dans l'ombre, quelqu'un d'autre les observait également. Un homme aux traits sévères qui, contrairement à Élise, ne semblait pas du tout surpris par ce qui venait de se passer. Il sortit discrètement son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, » dit-il à voix basse. « Nous avons un problème. La fille a trouvé Valmont. » À l'autre bout de la ligne, une voix calme lui répondit. « Alors nous devons accélérer nos plans. Le projet ne peut pas attendre. » L'homme raccrocha et suivit du regard la luxueuse berline noire qui s'éloignait, emportant l'homme le plus puissant de la technologie française et une petite fille aux dons extraordinaires. Une petite fille qui, sans le savoir encore, venait de déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser bien plus que sa propre existence. Dans le bureau de la sécurité de la gare, l'équipe technique commençait déjà l'inspection du wagon privé de Valmont, et ce qu'ils allaient découvrir dépasserait les pires craintes du magnate de la technologie. Le siège de Valtech s'élevait tel un monolithe de verre et d'acier dans le quartier de la Défense, symbole de la puissance technologique française. Dans son bureau au dernier étage, Antoine Valmont faisait les 100 pas, l'esprit encore troublé par les événements de la matinée. La petite Amélie, assise dans un fauteuil bien trop grand pour elle, observait avec curiosité cet environnement luxueux, si éloigné des recoins poussiéreux de la gare du Nord. « Monsieur Valmont », dit une voix depuis l'interphone, « l'équipe de sécurité ferroviaire est en ligne. » Valmont pressa un bouton sur son téléphone, activant le haut-parleur. « Je vous écoute, Philippe. »« Monsieur, nous avons terminé l'inspection complète de votre wagon, » annonça une voix grave. « Et vous devriez vous asseoir. » Le regard de Valmont croisa celui d'Amélie. La fillette restait impassible, comme si elle connaissait déjà ce qui allait suivre. « Je suis assis, » mentit Valmont. « Continuez. » Nous avons découvert des modifications non autorisées sur le système de freinage principal, exactement comme on nous l'avait indiqué. Le circuit hydraulique secondaire a été altéré de manière à provoquer une défaillance catastrophique à haute vitesse. Et ce n'est pas tout, le système de signalisation du wagon a également été manipulé. En cas de problème, aucune alerte n'aurait été envoyée au système central. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Valmont fixait Amélie, dont le visage restait imperturbable. « Qui aurait pu faire ça, Philippe ? C'est du travail de professionnel, monsieur. Quelqu'un qui connaît parfaitement les systèmes ferroviaires de luxe et qui avait accès à votre wagon. Nous avons trouvé des empreintes, mais elles correspondent toutes à l'équipe de maintenance autorisée. Merci, Philippe. Continuez l'enquête et tenez-moi informé. Et pas un mot à la presse. » Valmont raccrocha et s'approcha lentement d'Amélie. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, plongeant son regard dans celui de l'enfant. « Comment savais-tu tout cela, Amélie ?» La fillette hésita un instant, puis répondit d'une voix à peine audible. « Je l'ai vu en rêve. Je vois des choses qui vont se passer. » En temps normal, Valmont aurait ri d'une telle affirmation. Homme de science et de raison, il n'avait jamais cru aux phénomènes paranormaux. Mais les faits étaient là, indéniables. Cet enfant connaissait des détails qu'elle n'aurait jamais pu connaître. « Et qu'as-tu vu d'autre » demanda-t-il doucement. Les yeux d'Amélie se voilèrent légèrement,
comme si elle regardait au-delà des murs du bureau. Des gens qui veulent vous faire du mal. Un projet secret. D'autres enfants comme moi. Et votre frère. Le sang de Valmont se glaça dans ses veines. Son frère, Laurent Valmont, avait disparu 2 ans auparavant dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, il avait péri dans l'incendie de son laboratoire de recherche, mais aucun corps n'avait jamais été retrouvé. Les 2 frères, associés dans la création de Valtech, avaient révolutionné l'intelligence artificielle avant que cette tragédie ne vienne tout bouleverser. Mon frère est... Il n'est pas là où vous pensez, coupa Amélie, mais il m'a laissé un message pour vous. Avant que Valmont ne puisse réagir, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Élise Mercier, l'assistante personnelle qu'il avait laissée à la gare. Son visage habituellement composé trahissait une agitation inhabituelle. Monsieur Valmont, les médias commencent à s'intéresser à l'incident de ce matin. J'ai préparé un communiqué officiel parlant d'une simple vérification technique de routine. Son regard s'arrêta sur Amélie et une expression de désapprobation traversa son visage. Vous avez vraiment amené cet enfant dans nos locaux? Cet enfant vient de me sauver la vie, Élise, répondit sèchement Valmont. Je vous suggère de lui témoigner un peu plus de respect. L'assistante pinça les lèvres, mais n'ajouta rien. Valmont se tourna à nouveau vers Amélie. Tu dois avoir faim. Élise va te conduire à la cafétéria de l'entreprise pendant que je règle quelques affaires urgentes. Ensuite, nous reprendrons notre conversation. Élise ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de son patron l'en dissuada. À contre-cœur, elle fit signe à Amélie de la suivre. La fillette hésita, puis se leva et emboîta le pas à l'assistante, non sans jeter un dernier regard lourd de sens à Valmont. Une fois seul, l'entrepreneur s'effondra dans son fauteuil. Son esprit analytique tentait désespérément de trouver une explication rationnelle à ce qui venait de se produire. Qui pouvait vouloir sa mort? Et comment cet enfant des rues pouvait-elle être liée à tout cela? Il alluma son ordinateur et accéda à un dossier sécurisé. Les derniers projets de son frère avant sa disparition s'affichèrent à l'écran. Laurent Valmont avait travaillé sur une intelligence artificielle révolutionnaire, baptisée Projet Cassandre, capable d'analyse prédictive d'une précision inouïe. Un projet qui avait attiré l'attention de nombreux investisseurs, mais aussi de personnes aux intentions moins avouables. Son téléphone sonna, le tirant de ses réflexions. « Monsieur Valmont, c'est Bernard Lefebvre, chef de la sécurité. Nous avons identifié la personne qui a eu accès en dernier à votre wagon privé. Je vous écoute. Il s'agit de Marc Duval, votre chef mécanicien. Mais il y a un problème. Selon les registres de présence, il était en congé maladie hier. Quelqu'un a utilisé son badge d'accès alors qu'il n'était pas là. » Valmont sentit son cœur s'accélérer. Qui pouvait avoir accès à son badge? Théoriquement, seul lui. Mais nous avons découvert que les enregistrements des caméras de sécurité du dépôt ont été effacés pour la plage horaire correspondante. C'est un travail de professionnel, monsieur. Une taupe au sein de Valtech, murmura Valmont. Continuez vos recherches, Bernard, mais avec la plus grande discrétion. Ne faites confiance à personne. Après avoir raccroché, Valmont resta immobile, fixant le portrait de son frère accroché au mur. Laurent avait toujours été le plus brillant des deux, le véritable génie derrière les innovations majeures de Valtech. Sa disparition avait laissé un vide que rien n'avait pu combler. Un bruit discret à la porte le tira de sa mélancolie. Amélie se tenait là, seule. « Où est Élise ?» demanda Valmont, surpris. « Elle a reçu un appel et m'a laissé dans le couloir », répondit la fillette en haussant les épaules. « Je suis revenue toute seule. » Valmont fronça les sourcils. Ce n'était pas dans les habitudes de son assistante d'abandonner ainsi une tâche qu'il lui avait confiée. Il fit signe à Amélie d'entrer et de fermer la porte. « Tu parlais d'un message de mon frère », dit-il sans préambule. Amélie s'approcha du bureau et posa sa petite main sur l'écran d'ordinateur où s'affichaient toujours les dossiers du projet Cassandre. « Il a caché quelque chose à l'intérieur, » dit-elle en fermant les yeux. « Quelque chose que seul vous pouvez trouver. »« À l'intérieur de quoi ?»« De Cassandre, » répondit Amélie en ouvrant les yeux. Il savait qu'il viendrait pour lui. Alors il a laissé des indices. Pour vous. Pour moi aussi. Amélie, comment connais-tu mon frère? Comment connais-tu l'existence de Cassandre? La fillette le regarda avec une intensité troublante. Parce que Laurent Valmont était mon père. Cette révélation frappa Valmont comme un coup physique. Son frère, père de cet enfant, Laurent n'avait jamais mentionné avoir une fille. Il avait bien eu une relation avec une chercheuse de l'équipe, Mathilde Dufresne,
mais celle-ci avait quitté l'entreprise précipitamment il y a environ 9 ans. « Ta mère », murmura Valmont. « Elle s'appelait Mathilde ?» Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Elle est partie quand j'étais petite. Papa disait qu'elle avait peur de ce que je pouvais faire, de mes rêves qui se réalisaient toujours. Tout s'emboîtait progressivement. Mathilde Dufresne, spécialiste en neurosciences, avait travaillé sur les premiers prototypes de Cassandre. Elle avait quitté l'entreprise sans explication et Laurent n'en avait jamais parlé. « Où est ton père maintenant, Amélie ?» demanda doucement Valmont, redoutant la réponse. « Je ne sais pas, » avoua la fillette. « Un jour, il m'a confié à une dame qui devait s'occuper de moi pendant qu'il réglait quelque chose d'important. Il a dit qu'il reviendrait vite, mais il n'est jamais revenu. Et puis la dame a reçu un appel, elle est devenue toute blanche. Et elle m'a abandonné à la gare en me disant de me cacher. Quand était-ce ? Il y a 4 mois, répondit Amélie. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant les tours de la Défense dans un manteau d'obscurité percé de 1000 lumières. Dans son bureau, Antoine Valmont avait improvisé un lit de fortune pour Amélie à l'aide d'un canapé et de quelques plaids. La fillette s'était endormie, épuisée par les émotions de la journée. Valmont l'observait, troublé par cette révélation inattendue. Il avait une nièce dont il ignorait l'existence jusqu'à ce jour. Son téléphone vibra discrètement. C'était un message de Bernard Lefebvre, son chef de sécurité. Analyse complète des systèmes de surveillance terminée. Découverte importante. Besoin de vous voir immédiatement. Valmont jeta un regard à Amélie qui dormait paisiblement. Il ne pouvait pas la laisser seule, pas après ce qu'il venait d'apprendre. Il répondit à Bernard de monter à son bureau. Quelques minutes plus tard, Bernard Lefebvre, un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée, entrait silencieusement dans le bureau. Son visage habituellement impassible trahissait une inquiétude inhabituelle. « Qu'avez-vous découvert ?» chuchota Valmont, désignant d'un signe de tête Amélie endormie. « C'est au sujet d'Élise Mercier, » répondit Bernard sur le même ton. « Nous avons analysé les accès au système de sécurité des dernières semaines. Elle a consulté les plans techniques de votre wagon privé à plusieurs reprises, toujours en dehors des heures de bureau. » Élise ? Valmont n'en croyait pas ses oreilles. Son assistante personnelle, en qui il avait toute confiance depuis 5 ans, pourrait être impliquée dans cette tentative de sabotage. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Bernard en lui tendant une tablette. « Nous avons découvert qu'elle a copié certains fichiers confidentiels liés au projet Cassandre. Des communications encryptées ont été envoyées depuis son ordinateur vers un serveur que nous n'avons pas encore pu identifier. » Valmont parcourut rapidement les preuves rassemblées par son équipe de sécurité. Les faits étaient accablants. Où est-elle maintenant ? Elle a quitté le bâtiment il y a 1 heure, prétextant un mal de tête. J'ai pris la liberté de la faire suivre discrètement. À cet instant, un léger gémissement attira leur attention. Amélie s'agitait dans son sommeil, son visage enfantin crispé, comme sous l'effet d'une douleur invisible. Soudain, elle se redressa en hurlant, les yeux grands ouverts mais ne voyant rien de la réalité qui l'entourait. « Ils arrivent, ils savent que je suis ici !» cria-t-elle, le corps secoué de tremblements. Valmont se précipita vers elle, tentant de la calmer. « Amélie, tu es en sécurité. Personne ne peut te faire de mal ici. » Mais la fillette semblait toujours prisonnière de sa vision. L'homme aux yeux gris, il monte dans l'ascenseur. Il vient pour les fichiers. Pour moi. Bernard et Valmont échangèrent un regard alarmé. Le chef de sécurité dégaina immédiatement son téléphone. Sécurité, vérification immédiate de tous les ascenseurs, bloquer tous les accès à l'étage de la direction. Tandis que Bernard donnait ses instructions, Amélie sembla revenir progressivement à elle. Ses yeux retrouvèrent leur lucidité, mais l'expression de terreur ne quitta pas son visage. « Il est trop tard », murmura-t-elle. « Il est déjà là. » Comme pour confirmer ses paroles, l'alarme de sécurité du bâtiment se déclencha, emplissant la pièce de son hurlement strident. « Intrusion au niveau 3, laboratoire de recherche », annonça la voix de Bernard dans son téléphone. Équipe d'intervention convergeait immédiatement. Valmont s'approcha de son bureau et pressa une série de boutons dissimulés sous le plateau. Un panneau coulissa silencieusement dans le mur, révélant une petite pièce sécurisée. « Amélie, viens ici », ordonna-t-il. « C'est une chambre forte. Tu y seras en sécurité. » La fillette hésita. « Non, je dois rester avec vous. C'est comme ça que ça doit se passer. »« Comment ça doit se passer ?» interrogea Valmont déconcerté. « Dans mes visions, » expliqua Amélie, soudain très calme malgré la situation. « J'ai vu plusieurs chemins possibles, et dans celui où nous nous séparons, tout se termine mal. » Bernard,
qui surveillait les écrans de sécurité sur sa tablette, intervint. « Monsieur, ils ont neutralisé 2 agents au niveau 3. Les caméras montrent 3 intrus, armés et professionnels. Ils ont pris le contrôle du serveur principal de Cassandre. Ils ne cherchent pas seulement des données, murmura Valmont. Ils veulent le cœur même du système. » Il se tourna vers Amélie, dont le regard étrangement adulte contrastait avec son apparence d'enfant fragile. « Tu savais que cela arriverait, dit-il, non comme une accusation mais comme une constatation. Je savais que quelque chose arriverait, nuança Amélie. Mes visions ne sont pas toujours précises. Je vois des possibilités, des chemins, certains plus probables que d'autres. Comme Cassandre, murmura Valmont. Le système d'intelligence artificielle développé par son frère fonctionnait selon des principes similaires, analysant des probabilités et prédisant des résultats futurs avec une précision troublante. « Monsieur, intervint Bernard, je dois vous mettre en sécurité, ces hommes sont dangereux. » Valmont secoua la tête. « Non, nous devons les arrêter. S'ils s'emparent du cœur de Cassandre… » Il n'acheva pas sa phrase, mais l'inquiétude dans sa voix était palpable. Le projet Cassandre n'était pas qu'une simple intelligence artificielle prédictive. C'était bien plus que cela, quelque chose que Laurent et lui avaient gardé secret, même au sein de leur propre entreprise. « Où est le serveur de sauvegarde ?» demanda Amélie, surprenant les 2 hommes. « Comment sais-tu qu'il existe un serveur de sauvegarde ?» s'étonna Valmont. « Papa me parlait parfois de son travail, » répondit simplement la fillette. Il disait toujours « Amélie, dans la vie comme dans l'informatique, il faut toujours avoir un plan B. » Un sourire triste passa sur le visage de Valmont. Cette phrase était typique de son frère. « Le serveur de sauvegarde est dans un lieu sécurisé, loin d'ici, » expliqua-t-il. « Mais pour y accéder, il faut un code biométrique. »« Le vôtre » devina Amélie. « Non, pas le mien, » corrigea Valmont. « Celui de ton père. » Le silence qui suivit cette révélation fut interrompu par Bernard. « Monsieur, ils ont quitté le niveau 3. Ils se dirigent vers les ascenseurs. » Valmont prit une décision rapide. Bernard évacuait le bâtiment, déclenchait le protocole d'urgence niveau 1. Le chef de sécurité hocha la tête et sortit précipitamment pour organiser l'évacuation. Valmont se tourna vers Amélie. « Nous devons partir d'ici, ils vont venir me chercher et te chercher toi aussi. »« Je sais, » répondit calmement la fillette. « Ils me cherchent depuis que papa a disparu. »« Pourquoi te cherche-t-il, Amélie ?» demanda doucement Valmont, bien qu'il commençât à soupçonner la terrible vérité. « À cause de ce que je peux faire, à cause de mes visions. Papa disait que j'étais spécial, que mon cerveau fonctionnait différemment. » Elle hésita avant d'ajouter « Et parce que je suis la clé. » « La clé de quoi ? De Cassandre. Papa a utilisé mes ondes cérébrales pour créer certains algorithmes. Il disait que j'avais un don naturel que même les ordinateurs les plus puissants ne pouvaient reproduire parfaitement. » Valmont sentit un frisson parcourir son échine. Laurent avait-il vraiment utilisé sa propre fille comme modèle pour son intelligence artificielle ? L'idée était à la fois fascinante et troublante. L'alarme du bâtiment changea soudain de tonalité, signalant le début de l'évacuation générale. Des voix et des bruits de pas précipités se firent entendre dans le couloir. « Viens, » dit Valmont en prenant la main d'Amélie. « Nous avons un passage secret. » Il l'entraîna vers une bibliothèque qui occupait tout un pan de mur. D'une pression sur un livre précis, « Les Misérables » de Victor Hugo, l'un des préférés de Laurent, il déclencha un mécanisme. La bibliothèque pivota silencieusement, révélant un étroit passage. « Papa me parlait de ce passage, » sourit Amélie. « Il disait que c'était votre cachette quand vous étiez petit, dans la maison de grand-père. Nous avons reproduit le même système ici, » confirma Valmont, ému par ce souvenir partagé. C'était notre petit secret. Ils s'engagèrent dans le passage obscur, éclairé seulement par de faibles lumières d'urgence. Derrière eux, la bibliothèque se referma automatiquement, masquant leur fuite. « Où mène ce tunnel ?» demanda Amélie, sa petite main serrant fermement celle de son oncle. « À un parking souterrain privé, à 2 rues d'ici. Une voiture nous y attend en permanence. » Ils progressaient rapidement dans l'étroit couloir, descendant des volets de marche qui semblaient s'enfoncer profondément sous terre. Valmont consultait régulièrement son téléphone, surveillant à distance les caméras de sécurité de son bureau. « Ils sont entrés », annonça-t-il sombrement. « 3 hommes, comme l'a dit Bernard. Ils fouillent systématiquement la pièce. »« Ils ne nous trouveront pas, » affirma Amélie avec une assurance déconcertante. « Pas maintenant, mais ils ne renonceront pas. » Ils atteignirent enfin une petite porte métallique
que Valmont déverrouilla grâce à son empreinte digitale. La porte s'ouvrit sur un parking souterrain faiblement éclairé, presque désert à cette heure tardive. Une berline noire aux vitres teintées attendait, comme promis. « Monte !» ordonna Valmont en ouvrant la portière arrière. Amélie s'exécuta, suivie de près par son oncle. La voiture démarra instantanément, pilotée à distance par un système automatisé. « Où allons-nous » demanda la fillette, observant les lumières de la ville défiler par la vitre. « Dans un endroit sûr, » répondit Valmont. « Un lieu que même Élise ne connaît pas. Nous y serons à l'abri le temps de comprendre ce qui se passe réellement. » Il sortit un petit appareil de sa poche, un prototype de communication sécurisé développé par Valtech. La voiture autonome filait sur l'autoroute A6, laissant Paris loin derrière. Amélie s'était assoupie, sa tête reposant contre la vitre. Valmont l'observait, encore abasourdi par les révélations de cette journée extraordinaire. Cette enfant était la fille de son frère, une nièce dont il ignorait l'existence. Et elle possédait des dons qui défiaient l'entendement. Son téléphone vibra. C'était Bernard. « Monsieur, les intrus ont quitté le bâtiment. Nous avons pu identifier l'un d'eux grâce aux caméras de surveillance. Il s'agit de Gabriel Moreau. » Valmont se figea. Gabriel Moreau était le vice-président de Valtech, son bras droit depuis la disparition de Laurent. « Êtes-vous absolument certain ?» demanda-t-il, espérant une erreur. « Formel, monsieur. La reconnaissance faciale est catégorique. Et il y a autre chose. Nous avons trouvé des documents compromettants dans le bureau d'Élise Mercier. Des photos de vous prises à votre insu, des copies de votre emploi du temps personnel et des relevés bancaires de comptes offshore à son nom. Des sommes importantes y ont été versées ces derniers mois. » Valmont ferma les yeux un instant, encaissant le choc. Trahi par les deux personnes en qui il avait le plus confiance après son frère. « Continuez la surveillance et renforcez la sécurité du système central de Cassandre. Je vous contacterai demain par un canal sécurisé. » Il raccrocha et se tourna vers Amélie qui s'était réveillée et le fixait de ses grands yeux bleus. « Tu savais pour Gabriel et Élise ?» dit-elle simplement. « Ce n'était pas une question. »« Non, » admit Valmont. « Je leur faisais confiance. »« La confiance est fragile, » murmura Amélie avec une sagesse troublante pour son âge. « Papa disait toujours que même les algorithmes les plus parfaits peuvent être corrompus par des variables imprévues. » Valmont sourit tristement. C'était bien le genre de métaphore que Laurent aurait utilisé. « Où allons-nous » demanda Amélie, observant le paysage nocturne qui défilait. « Dans un endroit que Laurent et moi sommes les seuls à connaître, notre refuge d'enfance, devenu plus tard notre laboratoire secret. » La voiture quitta l'autoroute pour s'engager sur des routes secondaires, traversant des villages endormis. Après une heure de trajet, elle s'arrêta devant un portail en fer forgé dissimulé par une végétation luxuriante. Valmont sortit de la voiture et s'approcha d'un boîtier discret, intégré dans un tronc d'arbre. Après une vérification biométrique, le portail s'ouvrit silencieusement. « Bienvenue au Château des Étoiles », annonça-t-il à Amélie alors que la voiture s'engageait dans une longue allée bordée d'arbres centenaires. Au bout de l'allée se dressait une imposante bâtisse du XVIIIe siècle, magnifiquement restaurée. Ses pierres dorées semblaient luire sous la clarté lunaire. « C'est chez vous ?» demanda Amélie, impressionnée. « C'était la maison de nos grands-parents, » expliqua Valmont. « Laurent et moi l'avons héritée à leur décès. Nous en avons fait notre refuge, puis notre laboratoire de recherche personnelle. C'est ici que sont nées nos idées les plus révolutionnaires, loin des regards indiscrets. » Ils pénétrèrent dans le château, dont l'intérieur contrastait fortement avec l'apparence classique de l'extérieur. Si l'architecture avait été préservée, l'aménagement témoignait d'une technologie ultra-moderne, parfaitement intégrée au cadre historique. « Papa me parlait de cet endroit, » murmura Amélie, en caressant du bout des doigts une console en bois sculpté. Il disait que c'était le seul lieu où il se sentait vraiment libre. « Ton père aimait profondément cet endroit, » confirma Valmont, ému. « Viens, je vais te montrer ta chambre. Tu dois être épuisé. » Il la conduisit à l'étage, dans une chambre aux murs bleu pâle ornée d'étoiles phosphorescentes. « C'était ma chambre quand j'étais enfant, » expliqua-t-il. « Je pense que tu y seras bien. » Amélie contempla la pièce avec émerveillement, s'attardant sur les étoiles qui brillaient doucement dans la pénombre. « Merci, oncle Antoine, » dit-elle avec un sourire timide, utilisant pour la première fois ce terme qui reconnaissait leur lien familial. Valmont sentit son cœur se serrer. « Repose-toi, Amélie. Nous parlerons demain. » Une fois la fillette installée, Valmont descendit dans ce qui semblait être une cave ordinaire,
mais qui cachait en réalité un laboratoire de pointe. Il activa les systèmes de sécurité du château, puis se dirigea vers un ordinateur central. Système Cassandre, protocole Phoenix, autorisation Valmont Alpha, énonça-t-il clairement. L'écran s'illumina, affichant un message. Bienvenue, Antoine. Protocole Phoenix activé. Identification secondaire requise. Valmont hésita. L'identification secondaire était normalement celle de Laurent. Comment pouvait-il accéder au système sans son frère? Identification impossible, dit-il. Activation du protocole de secours. Protocole de secours refusé, répondit le système. Identification ADN requise. Valmont réfléchit intensément. Laurent avait toujours prévu des solutions de repli, des chemins détournés pour accéder à leur système en cas d'urgence. Et si, système Cassandre, reconnaissance ADN familiale. Sujet, Amélie Valmont, fille de Laurent Valmont. L'écran clignota plusieurs fois avant d'afficher un nouveau message. Profil génétique non enregistré. Prélèvement et analyse requis pour validation. C'était donc ça. Laurent avait prévu que sa fille pourrait un jour avoir besoin d'accéder au système. Mais pour cela, il fallait confirmer son identité génétique. Valmont monta à l'étage et frappa doucement à la porte de la chambre d'Amélie. La fillette n'avait pas encore trouvé le sommeil et lisait un vieux livre trouvé sur l'étagère. « Amélie, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important, » expliqua-t-il. « Le système de sécurité créé par ton père requiert une confirmation de ton ADN pour nous donner accès à certaines informations cruciales. » Amélie hocha la tête, nullement surprise. « Je sais. Papa m'avait dit que ce jour viendrait, que je devrais prouver qui je suis. » Elle suivit Valmont jusqu'au laboratoire souterrain, observant avec curiosité les équipements sophistiqués. « C'est ici que papa travaillait ?» demanda-t-elle impressionnée. « C'est ici que nous travaillions ensemble, » corrigea doucement Valmont. « Ton père et moi avons passé des nuits entières dans ce laboratoire à développer ce qui allait devenir Cassandre. » Il lui montra un petit appareil médical, semblable à ceux utilisés par les diabétiques pour mesurer leur glycémie. « C'est un analyseur ADN portatif. Une technologie que Valtech a développée mais n'a jamais commercialisée. Une simple goutte de sang suffit. » Amélie tendit courageusement son doigt. Valmont préleva une minuscule goutte de sang qu'il plaça dans l'appareil. Après quelques secondes d'analyse, il transféra les données au système central. L'écran s'illumina immédiatement. ADN confirmé. Bienvenue, Amélie Valmont. Accès accordé au protocole Phoenix. Une série de fichiers s'afficha accompagnée d'une vidéo. Le visage de Laurent Valmont apparut à l'écran, provoquant un hoquet de surprise chez Amélie et une émotion intense chez Valmont. « Antoine, si tu visionnes ce message, c'est que je ne suis plus là et que tu as trouvé Amélie, » commença Laurent, l'air grave mais déterminé. « J'espère que vous êtes tous deux en sécurité au Château des Étoiles. Ce que je vais te révéler va te sembler incroyable, mais je te demande de m'écouter jusqu'au bout. » Laurent prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Cassandre n'est pas qu'une simple intelligence artificielle prédictive, comme nous l'avons présentée au monde. C'est bien plus que cela. Ces algorithmes sont basés sur un phénomène que j'ai d'abord observé chez Amélie, la précognition. Ma fille possède une capacité naturelle à percevoir des fragments du futur, des possibilités qui n'existent pas encore, mais qui pourraient advenir. Valmont jeta un regard à Amélie qui fixait l'écran, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « J'ai découvert que ce don n'est pas unique, » poursuivit Laurent. « Il existe d'autres enfants comme elle, possédant des capacités extraordinaires, télépathie, télékinésie, empathie surnaturelle, des dons que la science conventionnelle ne peut expliquer mais qui sont bien réels. J'ai commencé à les étudier discrètement, avec le consentement de leur famille. » Le visage de Laurent s'assombrit. « C'est alors que j'ai découvert l'existence d'un groupe qui recherchait activement ces enfants. Ils se font appeler le Consortium et sont dirigés par un homme que tu connais bien, Gabriel Moreau. Leur objectif est d'exploiter ces enfants, de connecter leurs dons au système Cassandre pour créer un outil de contrôle et de prédiction d'une puissance inimaginable. » Valmont serra les poings. Gabriel, son plus proche collaborateur après Laurent, était donc derrière tout cela. Quand j'ai compris leurs intentions, j'ai immédiatement mis en place des verrous de sécurité dans Cassandre, des protocoles biométriques liés à notre famille que personne d'autre ne peut contourner. J'ai aussi dissimulé des preuves de leurs activités dans le système, accessibles uniquement avec ton autorisation et l'ADN d'Amélie. Laurent semblait maintenant pressé,
regardant fréquemment par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être surpris. Ils savent que j'ai découvert leur complot. Ma vie est en danger et celle d'Amélie aussi. J'ai confié ma fille à une personne de confiance, mais je crains que cela ne suffise pas à long terme. Antoine, je te demande de la protéger. Elle est spéciale, plus que tu ne peux l'imaginer, et elle n'est pas seule. Il tapota sur un clavier hors champ, faisant apparaître des photographies d'autres enfants, accompagnés de données. Ces enfants sont également en danger. Le consortium les traque activement. Ils doivent être trouvés et protégés avant qu'il ne soit trop tard. Laurent se pencha vers la caméra, le regard intense. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir, Antoine. Ces dons ne sont pas apparus par hasard. Ils sont liés à un phénomène astronomique rare, la Grande Convergence, un alignement planétaire qui n'a lieu que tous les 127 ans. Le prochain se produira dans exactement 8 mois. Si ces enfants ne sont pas réunis et préparés avant cet événement, leurs énergies dispersées pourraient causer des perturbations catastrophiques. » Valmont et Amélie échangèrent un regard stupéfait. « J'ai laissé toutes les informations nécessaires dans le protocole Phénix. Trouve ces enfants, Antoine, protège-les. Et surtout, protège Amélie. Elle est la clé de tout. » Le visage de Laurent s'adoucit et il s'adressa directement à sa fille. « Amélie, ma chérie, si tu regardes cette vidéo, sache que je t'aime plus que tout. Tes dons sont un cadeau précieux, mais ils comportent aussi de grandes responsabilités. Fais confiance à ton oncle Antoine. Ensemble, vous pouvez accomplir ce que je n'ai pas eu le temps de faire. » L'aube se levait sur le château des étoiles, baignant les vieilles pierres d'une lumière dorée. Amélie, réveillée aux premières lueurs du jour, observait le parc depuis la fenêtre de sa chambre. Les révélations de la veille tourbillonnaient dans son esprit d'enfant, donnant enfin un sens aux fragments de souvenirs et aux visions qui l'habitaient depuis toujours. Elle descendit silencieusement l'escalier principal, ses petits pieds nus à peine audibles sur le parquet ancien. Dans la bibliothèque du château, elle trouva Valmont endormi sur un fauteuil, entouré de dossiers éparpillés. Il avait visiblement passé la nuit à étudier les informations laissées par Laurent dans le protocole Phénix. Amélie s'approcha et posa doucement sa main sur celle de son oncle. Valmont s'éveilla en sursaut, puis sourit en reconnaissant sa nièce. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en se redressant. « J'ai rêvé », répondit simplement Amélie. « Des rêves importants. » Valmont avait rapidement appris à prendre au sérieux les rêves de sa nièce. Que disaient ces rêves? « J'ai vu les autres enfants, ceux dont papa parlait. Ils sont en danger, certains plus que d'autres. » Amélie ferma les yeux, comme pour mieux visualiser ses visions. Une fille qui contrôle les rêves des autres est cachée à Strasbourg. Un garçon qui peut déplacer des objets par la pensée vit dans un orphelinat à Lyon. Une autre fille qui ressent les émotions des gens est à Bordeaux avec sa grand-mère. Valmont notait frénétiquement ces informations. « Peux-tu être plus précise? Des noms? Des adresses ?» Amélie secoua la tête. « Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vois des fragments, des possibilités. Mais... » Elle hésita. « Il y a un moyen de rendre ces visions plus claires. » « Comment ? » « Avec Cassandre. Papa avait commencé à créer une interface entre mes dons et le système. Il disait que ensemble, nous pouvions voir plus loin, plus clairement. » Valmont réfléchit un instant. Laurent avait mentionné cette interface dans les fichiers du protocole Phénix, mais il avait également souligné les risques potentiels pour Amélie. L'utilisation de ces dons à pleine puissance semblait exiger un tribut physique considérable. « C'est dangereux pour toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Amélie acquiesça. « Ça fait mal, parfois beaucoup, mais c'est nécessaire. »« Amélie, je ne peux pas te demander de souffrir. Tu ne me demandes rien, oncle Antoine, » coupa gentiment la fillette. « C'est mon choix. Ces enfants sont comme moi. Ils sont seuls, effrayés. Le consortium les cherche et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. » La maturité et la détermination d'Amélie laissèrent Valmont sans voix. Cet enfant de 8 ans semblait porter sur ses frêles épaules un fardeau que bien des adultes n'auraient pu supporter. « D'accord, » céda-t-il finalement, « mais nous procéderons avec prudence et nous arrêterons immédiatement si je vois que cela te fait trop souffrir. » Ils descendirent au laboratoire souterrain où Valmont activa l'interface neuronale conçue par Laurent. L'appareil ressemblait à un casque futuriste, orné de capteurs délicats. « Papa m'a fait porter ce casque plusieurs fois, » expliqua Amélie en s'installant dans le fauteuil central. Il disait que c'était comme un amplificateur pour mon esprit. Valmont ajusta délicatement le dispositif sur la tête de sa nièce,
surveillant attentivement les moniteurs qui affichaient ses constantes vitales. « Tu es prête ?» demanda-t-il encore hésitant. Amélie hocha la tête et ferma les yeux. « Active le système, s'il te plaît. » Valmont initialisa la séquence, et immédiatement, les écrans qui les entouraient s'illuminèrent de motifs complexes. Visualisation des ondes cérébrales d'Amélie interprétées par Cassandre. La fillette se raidit dans son siège, son visage enfantin crispé par la concentration. « Je les vois », murmura-t-elle. « Plus clairement maintenant. » Sur l'écran principal apparurent des images, des visages d'enfants, des lieux, des fragments de vie captés par l'étrange symbiose entre l'esprit d'Amélie et l'intelligence artificielle de Cassandre. « Émilie Rousseau, 10 ans, Strasbourg », récita Amélie d'une voix étrangement monocorde. Elle peut influencer les rêves des autres. Elle vit avec son père, François Rousseau, professeur d'histoire à l'université de Strasbourg. Ils habitent au 27 rue des Orfèvres. L'image changea, montrant un garçon à l'air timide. Lucas Mercier, 9 ans, orphelinat Saint-Joseph à Lyon, télékinésie. Il cache ses dons de peur d'être considéré comme un monstre. Il a déjà été approché par une femme prétendant être une assistante sociale, mais qui travaille en réalité pour le consortium. Une nouvelle image apparut. Une fillette aux longs cheveux noirs et au regard intense. Sophie Clément, 11 ans, Bordeaux, empathie surnaturelle. Elle ressent les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. Sa grand-mère, Mathilde Clément, la protège. Elles vivent isolées dans une maison à la périphérie de la ville. Les images continuèrent à défiler, révélant d'autres enfants aux dons extraordinaires. Un garçon capable de communiquer avec les animaux à Toulouse, une fillette qui pouvait guérir les blessures mineures à Nice, un autre enfant qui voyait les champs électromagnétiques à Lille. Soudain, Amélie se mit à trembler violemment. Un filet de sang s'écoula de son nez et les moniteurs affichèrent des signes vitaux alarmants. « Amélie !» s'écria Valmont en se précipitant pour retirer le casque. « C'est terminé pour aujourd'hui. » La fillette semblait épuisée, mais étrangement sereine. « J'ai vu ce que nous devions voir », murmura-t-elle, tandis que Valmont essuyait délicatement le sang sur son visage. « Le consortium se rapproche de Lucas. Ils prévoient de l'enlever dans 3 jours. » Valmont l'aida à se lever et la conduisit à l'étage, l'installant dans un confortable fauteuil du salon principal. Il lui apporta un chocolat chaud et une couverture, observant avec inquiétude sa pâleur inhabituelle. « Amélie, utiliser tes dons comme ça te fait souffrir. Nous devons trouver une autre méthode. » « Il n'y a pas d'autre méthode, » répondit-elle simplement. « Chaque don a son prix. Papa me l'expliquait souvent. Pour voir l'avenir, je dois sacrifier un peu de mon présent. » Valmont réfléchissait intensément, assimilant les informations qu'il venait d'obtenir. 7 enfants aux dons extraordinaires, dispersés à travers la France, tous potentiellement en danger. Et une échéance, cette mystérieuse grande convergence dont Laurent avait parlé, qui aurait lieu dans moins de 8 mois. « Nous devons agir rapidement, » décida-t-il. « Je vais contacter Bernard Lefebvre. C'est le seul en qui j'ai encore confiance à Valtech. Il peut nous aider à localiser ces enfants et à les mettre en sécurité. » « Non, » intervint Amélie, soudain alarmée. « Nous ne pouvons faire confiance à personne à Valtech pour l'instant. Le consortium a des yeux et des oreilles partout. » « Alors comment procéder ? Je ne peux pas laisser ces enfants en danger, mais je ne peux pas non plus te laisser seule ici. » Amélie réfléchit un moment. « Il y a quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Docteur Claire Dumas à l'hôpital Necker à Paris. C'était une amie de maman et elle connaît l'existence de mes dons. Papa lui a parlé avant de disparaître. » Valmont se souvenait vaguement de Claire Dumas, une neurologue renommée qui avait collaboré avec Valtech sur certains projets de recherche médicale. « Comment sais-tu qu'elle est digne de confiance ?»« Je l'ai vue dans mes visions, » expliqua Amélie. « Elle aide d'autres enfants comme moi, en secret. » Valmont prit sa décision. « Très bien, je vais la contacter et voir si elle peut nous aider à localiser et protéger ses enfants. Mais d'abord, tu dois te reposer. » Tandis qu'Amélie sommeillait dans le salon, Valmont retourna au laboratoire pour analyser plus en détail les informations révélées par la session. Les fichiers du protocole Phénix contenaient des données supplémentaires sur la grande convergence, des calculs astronomiques complexes, des références à d'anciens textes sur des phénomènes similaires survenus dans le passé et des hypothèses sur l'impact de cet événement sur les enfants aux dons spéciaux. Selon les recherches de Laurent, la convergence amplifierait considérablement les pouvoirs de ces enfants, pour le meilleur ou pour le pire. Sans préparation adéquate, cette amplification pourrait avoir des conséquences désastreuses,
tant pour les enfants eux-mêmes que pour leur environnement. Mais Laurent avait également découvert autre chose. Ses dons n'étaient pas apparus par hasard. Ils semblaient suivre une lignée génétique, une prédisposition héréditaire qui s'activait sous certaines conditions. Et la famille Valmont était au cœur de ce phénomène. Dans un dossier crypté, Valmont découvrit avec stupéfaction que leur grand-mère, Élisabeth Valmont, avait également possédé des dons similaires. Elle avait prédit avec précision plusieurs événements majeurs de son époque et avait tenu un journal détaillé de ses visions. Ce journal, que Laurent avait retrouvé et numérisé, parlait explicitement de la grande convergence à venir et de l'émergence d'une nouvelle génération d'enfants aux dons extraordinaires. Ils seront la clé, avait écrit Élisabeth. Ces enfants nés sous l'influence des étoiles alignées porteront en eux le pouvoir de changer le monde. Mais ce pouvoir devra être guidé, protégé, car d'autres voudront l'exploiter, le détourner de sa véritable destinée. Valmont comprenait maintenant pourquoi le Château des Étoiles portait ce nom. C'était ici, dans cet observatoire improvisé, que leur grand-mère avait étudié les astres, cherchant à comprendre la source de ses propres dons et prédisant l'avènement d'une nouvelle génération de porteurs d'étoiles, comme elle les appelait. Il remonta à l'étage, l'esprit bouillonnant de ces nouvelles découvertes. Amélie était réveillée, contemplant par la fenêtre le soleil qui commençait à décliner. « Tu as trouvé le journal de grand-mère », dit-elle, sans se retourner. Valmont ne s'étonnait même plus de sa capacité à percevoir ce qu'il avait découvert. « Oui, tu étais au courant? Pas vraiment. J'ai toujours senti une présence bienveillante dans mes rêves. Une femme aux cheveux blancs qui me guidait, me montrait des chemins. Je suppose que c'était elle, notre grand-mère. » Valmont s'assit près d'elle. « Amélie, d'après le journal d'Élisabeth et les recherches de ton père, ces dons, ils sont dans notre famille depuis des générations. Ils se manifestent différemment selon les individus, mais ils suivent une lignée génétique précise. » Le lendemain matin, Valmont et Amélie quittèrent le Château des Étoiles à bord d'une voiture banalisée. Leur destination, l'hôpital Necker à Paris, où le docteur Claire Dumas avait accepté de les rencontrer discrètement. La conversation téléphonique de la veille avait été brève, mais révélatrice. Claire connaissait non seulement l'existence des dons d'Amélie, mais elle suivait également d'autres enfants aux capacités similaires. « Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance ?» demanda Valmont, encore méfiant après les trahisons qu'il avait subies. « Aussi sûr qu'on peut l'être dans ce monde », répondit Amélie, son regard perdu dans le paysage défilant. « Je l'ai vue dans plusieurs futurs possibles, et dans chacun d'eux, elle nous aide. » Ils arrivèrent à l'hôpital par une entrée secondaire, comme convenu avec Claire. La neurologue les attendait dans son bureau, une femme d'une cinquantaine d'années au regard vif et bienveillant. « Amélie, » murmura-t-elle en voyant la fillette visiblement émue, « la dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais qu'un bébé. » Elle se tourna vers Valmont et lui tendit la main. « Monsieur Valmont, je suis heureuse de vous rencontrer enfin. » Laurent parlait souvent de vous avec admiration. « Vous connaissiez bien mon frère ?» demanda Valmont. « Nous avons collaboré pendant plusieurs années sur des recherches concernant les capacités cognitives exceptionnelles, » expliqua Claire en les invitant à s'asseoir. « Quand Mathilde est tombée enceinte d'Amélie, Laurent m'a consulté dès qu'il a remarqué que sa fille présentait des signes inhabituels. »« Des signes ?» Claire sourit doucement. « Amélie prédisait des événements simples dès l'âge de 2 ans. Elle dessinait des visiteurs avant leur arrivée, choisissait des vêtements adaptés à une météo qui n'avait pas encore été annoncée, des petites choses qui, isolément, pouvaient passer pour des coïncidences, mais qui, mises bout à bout, devenaient statistiquement impossibles. » Valmont regarda sa nièce avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Et vous avez rencontré d'autres enfants comme elle ?»« Oui, » confirma Claire en sortant un dossier de son tiroir. « Depuis que Laurent m'a alerté sur l'existence de ces enfants spéciaux, j'ai mis en place un réseau informel de surveillance médicale. Sous couvert d'études sur les hauts potentiels cognitifs, je suis actuellement 5 enfants présentant des capacités extraordinaires. » Elle ouvrit le dossier, révélant des fiches détaillées. Émilie Rousseau, la petite fille de Strasbourg dont Amélie vous a parlé, elle souffrait de ce que ses parents croyaient être des crises de somnambulisme, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle visitait littéralement les rêves des autres pendant son sommeil. Claire tourna la page. Thomas Leroy, 7 ans, de Toulouse. Il communique avec les animaux d'une façon qui dépasse la simple empathie. Il peut percevoir leurs sensations, leurs émotions, et dans certains cas, établir une forme de dialogue mental avec eux. Ses parents, vétérinaires tous les deux,
m'ont contacté après avoir observé ces interactions troublantes avec leurs patients. Elle continua ainsi, confirmant la plupart des enfants qu'Amélie avait identifiés lors de sa connexion avec Cassandre. « Laurent vous a-t-il parlé du consortium ?» demanda Valmont. Le visage de Claire s'assombrit. « Oui, et j'ai moi-même été approché par eux il y a quelques mois. Ils se sont présentés comme une fondation privée soutenant la recherche sur les enfants exceptionnels, offrant des financements généreux pour mes études. Leur représentant, un certain Gabriel Moreau, était particulièrement insistant. « Gabriel, » murmura Valmont, sentant la colère monter en lui, « mon propre vice-président. »« J'ai refusé leur offre, » poursuivit Claire. « Quelque chose dans leur approche m'a mise mal à l'aise. Peu après, j'ai remarqué que j'étais suivi, que mon bureau avait été fouillé. J'ai contacté Laurent pour lui faire part de mes soupçons, et c'est là qu'il m'a révélé ce qu'il avait découvert sur cette organisation. « Et que savez-vous de la Grande Convergence ?» interrogea Valmont. Claire hésita, jetant un regard à Amélie qui observait silencieusement la conversation. Laurent m'a brièvement mentionné ce phénomène astronomique, mais sans entrer dans les détails. Il semblait préoccupé par l'échéance. « La convergence aura lieu dans moins de 8 mois, intervint Amélie, sa voix enfantine contrastant avec la gravité de ses propos. Quand elle se produira, nos dons atteindront leur apogée. Ce sera à la fois notre plus grande force et notre plus grande vulnérabilité. » Claire et Valmont échangèrent un regard inquiet. « Que proposez-vous, Claire ?» demanda finalement Valmont. « Ces enfants sont en danger. Le consortium les traque activement. Et d'après Amélie, il prévoit d'enlever Lucas Mercier, le garçon de Lyon, dans 3 jours. » La neurologue réfléchit un instant. « J'ai une propriété dans le Vercors, suffisamment isolée pour servir de refuge temporaire. Nous pourrions y rassembler ces enfants, au moins jusqu'à ce que nous comprenions mieux ce qui se passe. Ce ne sera pas suffisant, dit doucement Amélie. Le consortium dispose de ressources considérables. Ils nous trouveront où que nous allions. Alors que suggères-tu ? Demanda son oncle. Les yeux d'Amélie prirent cette expression lointaine que Valmont commençait à reconnaître, signe qu'elle explorait les chemins du possible. Le château des étoiles, murmura-t-elle. C'est là que nous devons tous nous réunir. Grand-mère l'a construit spécifiquement pour ça. Les murs contiennent un matériau spécial qui bloque nos émissions. Émissions, s'étonna Claire. Nos dons génèrent des ondes cérébrales particulières, expliqua Amélie. C'est comme ça que le consortium nous repère. Ils ont développé des capteurs spécifiques, mais les murs du château sont imprégnés d'un alliage qui brouille ces signaux. Grand-mère l'avait prévu. Valmont se souvenait effectivement des rénovations étranges que sa grand-mère avait fait réaliser, incorporant dans les murs un alliage métallique dont la composition exacte était restée son secret. Comment allons-nous convaincre les familles de ces enfants de nous les confier ? S'inquiéta Claire. Nous ne pouvons pas simplement leur dire que leurs enfants sont en danger sans preuves concrètes. Les preuves existent, affirma Valmont. Dans le protocole Phénix, Laurent a rassemblé des documents compromettants sur le consortium, leurs connexions, leurs méthodes, leurs objectifs réels. Avec ces informations, nous pourrons convaincre les familles. Et pour celles qui refuseront malgré tout, insista Claire. Amélie intervint à nouveau. Certains refuseront, c'est inévitable, mais nous devons essayer. Chaque enfant que nous parvenons à protéger est une victoire. Ils élaborèrent un plan d'action. Claire utiliserait son réseau médical pour contacter discrètement les familles des enfants identifiés, tandis que Valmont préparerait le château des étoiles pour les accueillir. Quant à Amélie, elle continuerait à affiner ses visions pour anticiper les mouvements du consortium. « Commençons par Lucas », décida Valmont. « S'il doit être enlevé dans 3 jours, nous devons agir immédiatement. » Ils quittèrent l'hôpital avec une nouvelle détermination, sans remarquer la silhouette qui les observait depuis une voiture garée à distance. Élise Mercier suivait attentivement leurs mouvements, un téléphone à la main. « Ils viennent de quitter l'hôpital Necker », rapporta-t-elle. « La fille est avec eux, ainsi que le docteur Dumas. »« Suivez-les », ordonna la voix de Gabriel Moreau à l'autre bout de la ligne. « Mais n'intervenez pas encore. Nous devons savoir ce qu'ils préparent. »« Et pour le garçon de Lyon ? » ?»« L'opération est maintenue. La fille ne peut pas tout prévoir. Et nous avons pris des précautions supplémentaires cette fois. » Élise raccrocha et démarra discrètement, maintenant une distance prudente avec la voiture de Valmont. Pendant ce temps, dans un orphelinat de Lyon, un petit garçon nommé Lucas Mercier tentait désespérément de contrôler son don. Seul dans le dortoir, il fixait intensément un crayon posé sur sa table de chevet, essayant de le faire bouger par la seule force de sa pensée. Le crayon tremblait légèrement, puis s'éleva de quelques centimètres avant de retomber,
provoquant chez l'enfant un saignement nasal et une violente migraine. Lucas essuya rapidement le sang, terrifié à l'idée que quelqu'un puisse le voir. La dernière fois qu'un surveillant l'avait surpris, il avait été puni et traité de menteur. Personne ne croyait à ses capacités et Lucas avait appris à les dissimuler. Ce qu'il ignorait, c'était que la directrice de l'orphelinat l'observait depuis une caméra de surveillance dissimulée dans sa chambre. Elle décrocha son téléphone. « Monsieur Moreau, c'est Madame Lenoir. Le garçon vient de le refaire. La manifestation était plus forte cette fois. »« Excellent, » répondit Gabriel. « Maintenez la surveillance. Nous arrivons dans 2 jours. » À des centaines de kilomètres de là, dans la voiture qui les ramenait au château des Étoiles, Amélie fut saisie d'une vision si violente qu'elle poussa un cri de douleur. Valmont freina brusquement, alarmé par la détresse de sa nièce. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ?»« Ils ont changé leur plan, » haleta la fillette, le visage blême. « Ils vont prendre Lucas demain, pas dans 3 jours. Ils savent que nous venons. » Claire, assise à l'arrière, se pencha vers l'enfant. « Comment peuvent-ils savoir? Nous sommes suivis, » murmura Amélie en désignant le rétroviseur. « La femme dans la voiture bleue, c'est Élise Mercier. » Valmont jeta un coup d'œil discret et aperçut effectivement la berline bleue qui les suivait à distance. Sa mâchoire se crispa. « Changement de plan. Nous n'allons pas au château. Claire, pouvez-vous nous prêter votre voiture? »« Bien sûr, mais pourquoi? Vous allez rentrer chez vous avec la mienne, en emmenant Élise dans la mauvaise direction. Pendant ce temps, Amélie et moi partirons pour Lyon immédiatement dans votre véhicule. » Claire acquiesça, comprenant la stratégie. « Prenez ma voiture, elle est garée dans le parking souterrain de l'hôpital. Voici les clés. Je ferai diversion aussi longtemps que possible. » Ils retournèrent discrètement à l'hôpital, où ils procédèrent à l'échange de véhicules, tandis que Claire repartait ostensiblement dans la voiture de Valmont, attirant Élise dans son sillage. Valmont et Amélie se dirigèrent vers Lyon à bord d'une modeste Peugeot qui n'attirerait pas l'attention. « Penses-tu que nous arriverons à temps ?» demanda Valmont, inquiet. Amélie ferma les yeux, se concentrant intensément. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. « Je vois plusieurs chemins possibles, mais ils changent constamment. Le consortium modifie ses plans en réponse à nos actions. »« Tu peux vraiment voir tout ça ?»« Pas tout, pas toujours, » répondit Amélie, fixant la route qui défilait. « C'est comme regarder à travers une fenêtre embuée. Je vois des formes, des mouvements, mais les détails sont flous, et chaque décision que nous prenons change ce que je peux voir. » La route vers Lyon semblait interminable. Valmont conduisait aussi vite que la prudence le permettait, tandis qu'Amélie sommeillait par intermittence, son petit corps épuisé par l'utilisation répétée de ses dons. Ils arrivèrent à Lyon en début de soirée. L'orphelinat Saint-Joseph se dressait sur une colline, bâtiment austère datant du XIXe siècle. Valmont gara la voiture à distance et observa les lieux. « Comment allons-nous procéder ?» demanda-t-il. « Nous ne pouvons pas simplement entrer et demander à voir Lucas. »« Non, » confirma Amélie. « Mais j'ai vu quelque chose dans mes visions. Lucas s'échappe souvent la nuit pour aller sur le toit. Il s'y sent plus libre pour pratiquer ses dons, loin des regards. Le toit, c'est dangereux pour un enfant de son âge. Pas pour lui, sourit Amélie. Il utilise sa télékinésie pour se protéger. S'il tombe, il peut ralentir sa chute. » Ils attendirent que la nuit tombe complètement avant de s'approcher discrètement de l'orphelinat. Une vieille glycine grimpait le long du mur arrière, offrant un accès possible vers les étages supérieurs. « Je vais grimper, » décida Valmont. « Tu restes ici. »« Non, » protesta Amélie. « Lucas aura peur d'un adulte qu'il ne connaît pas. Il me fera confiance, à moi. C'est trop dangereux. »« Oncle Antoine, » dit doucement Amélie, « j'ai vécu seul dans une gare pendant des mois. Je sais grimper aux arbres. » Valmont hésita puis céda. Cet enfant avait déjà prouvé maintes fois qu'elle était bien plus capable qu'il ne l'imaginait. Ils escaladèrent ensemble la glycine, atteignant une fenêtre du premier étage entr'ouverte. Amélie se faufila à l'intérieur avec une agilité surprenante, suivie de Valmont. Il se trouvait dans un couloir désert, faiblement éclairé par des veilleuses. « Par ici », chuchota Amélie, guidant son oncle vers un escalier de service qui menait aux étages supérieurs. Arrivés au dernier étage, ils découvrirent une petite trappe au plafond, probablement l'accès au toit. Et comme Amélie l'avait prédit, elle était déverrouillée. « Il est déjà là-haut », murmura-t-elle. Valmont souleva sa nièce pour qu'elle puisse pousser la trappe, puis l'aida à se hisser sur le toit. Il la suivit, émergeant sur une surface en pente douce, couverte d'ardoises anciennes. Au bord du toit, assis les jambes pendantes dans le vide, se tenait un petit garçon aux cheveux châtains. Il ne sembla pas surpris de leur arrivée,
comme s'il les attendait. « Tu es Amélie », dit-il simplement en se tournant vers eux. « Je t'ai vu dans ma tête. » Amélie s'approcha lentement et s'assit près de lui. « Et tu es Lucas, je t'ai vu aussi. » Le garçon observa Valmont avec méfiance. « Qui est-ce ?»« Mon oncle Antoine. Il est là pour nous aider. » Lucas semblait perplexe. « Nous aider à quoi ?»« À comprendre ce qui nous arrive, » répondit doucement Amélie. « Tu peux déplacer des objets par la pensée, n'est-ce pas ?» Le garçon pâlit, visiblement effrayé que son secret soit découvert. « Comment tu sais ça ?»« Parce que je peux voir des choses avant qu'elles n'arrivent, et j'ai vu des gens qui viennent te chercher, des gens dangereux. » Lucas baissa les yeux. « La dame qui est venue hier, celle qui a dit qu'elle voulait m'adopter ?» Valmont s'approcha, s'accroupissant pour être à la hauteur des enfants. « Quelle dame, Lucas ?» Elle a dit qu'elle s'appelait Madame Moreau. Elle a dit qu'elle et son mari cherchaient un enfant spécial comme moi, qu'il savait pour mon pouvoir et qu'il m'aiderait à le développer. » Amélie et Valmont échangèrent un regard alarmé. Gabriel Moreau accélérait effectivement son plan. « Lucas, » dit Valmont avec douceur mais fermeté, « ces personnes ne veulent pas t'aider. Ils veulent utiliser ton don pour faire des choses qui pourraient faire du mal. »« Comment je peux vous croire ?» demanda Lucas, méfiant. « Je ne vous connais même pas. » Amélie tendit la main vers un petit caillou posé sur le toit. Sans le toucher, elle ferma les yeux, se concentrant intensément. Le caillou trembla légèrement, puis s'éleva de quelques centimètres avant de retomber. Un mince filet de sang s'écoula du nez d'Amélie. « Tu vois ?» dit-elle en essuyant le sang. « Je ne peux pas faire comme toi, mais je comprends ce que tu ressens. La douleur, la peur d'être différent. » Lucas la regardait avec stupéfaction. « Tu saignes aussi quand tu utilises ton pouvoir ?»« Oui, chaque don a son prix. Mon père étudiait ça avant de partir. »« Mon père aussi est parti, » murmura Lucas. « Ma mère dit qu'il ne pouvait pas supporter d'avoir un fils. Bizarre. » Valmont sentit son cœur se serrer devant la douleur évidente du garçon. « Lucas, tu n'es pas bizarre. Tu es extraordinaire. Et il y a d'autres enfants comme toi et Amélie. Des enfants qui ont besoin d'aide, de protection. Contre qui? Contre des gens qui ne comprennent pas que vos dons sont précieux, qu'ils doivent être respectés, » expliqua Valmont. « Des gens qui voudraient les utiliser comme des outils, sans se soucier de ce que ça vous coûte. » Lucas sembla réfléchir intensément. « Et où iriez-vous avec moi ?»« Dans un endroit spécial, » répondit Amélie. « Un château où nous serons en sécurité, où nous pourrons apprendre à contrôler nos dons sans souffrir. Et ma mère? Elle est partie il y a 3 mois, mais elle a promis de revenir me chercher. » Amélie et Valmont échangèrent un regard hésitant. Comment expliquer à cet enfant que sa mère l'avait peut-être abandonné définitivement? « Nous pouvons essayer de la retrouver, » proposa finalement Valmont. « Mais pour l'instant, le plus important est de te mettre en sécurité. » Soudain, Amélie se raidit, ses yeux s'écarquillant de peur. « Ils sont là, » chuchota-t-elle. « En bas. 3 hommes et une femme. Ils montent. » Valmont réagit instantanément, cherchant une issue. Le toit n'offrait aucune échappatoire évidente, et redescendre par la trappe les mènerait droit dans les bras de leurs poursuivants. « Lucas, » dit-il rapidement, « y a-t-il un autre moyen de quitter ce toit ?» Le garçon pointa du doigt un bâtiment voisin, séparé de l'orphelinat par une étroite ruelle. « Parfois, je saute là-bas. Je me suis ralenti avec mon pouvoir. »« C'est trop loin pour nous, » constata Valmont, évaluant la distance d'au moins 4 mètres. « Pas si je vous aide, » affirma Lucas avec une assurance nouvelle. « Je peux nous faire traverser. Je l'ai déjà fait, avec des objets plus lourds. »« C'est dangereux, » s'inquiéta Valmont. « Utiliser ton don à ce niveau pourrait te blesser. »« Nous n'avons pas le choix, » intervint Amélie, entendant des bruits de pas qui se rapprochèrent de la trappe. « Lucas, tu es sûr de pouvoir le faire ?» Le garçon hocha la tête, son visage exprimant une détermination nouvelle. « Je peux essayer, mais nous devons nous tenir très forts les uns aux autres. » Ils formèrent une chaîne humaine, Valmont au milieu tenant fermement les 2 enfants contre lui. Lucas ferma les yeux, se concentrant intensément. Valmont sentit une étrange sensation de légèreté l'envahir, comme si la gravité perdait progressivement son emprise sur eux. « Maintenant, sautez !» ordonna Lucas. Valmont s'élança, entraînant les enfants avec lui dans un bond qui défiait les lois de la physique. Ils flottèrent un instant dans les airs, comme suspendus, avant d'atterrir en douceur sur le toit voisin. Lucas s'effondra immédiatement, du sang coulant abondamment de son nez et de ses oreilles. « Lucas !» s'écria Amélie terrifiée.
Valmont prit rapidement le pouls du garçon. « Il est vivant, mais il a utilisé trop d'énergie. Nous devons le sortir d'ici. » Il souleva l'enfant inconscient dans ses bras et chercha un accès à l'intérieur du bâtiment. Une porte de service leur permit de descendre jusqu'à la rue, où ils regagnèrent en hâte leur voiture dissimulée quelques rues plus loin. Alors qu'ils s'éloignaient de Lyon, Lucas reprit lentement conscience sur la banquette arrière, où Amélie veillait sur lui. « Ça fait toujours aussi mal ?» demanda-t-il faiblement. « Non, » le rassura Amélie. « Tu apprendras à contrôler ton don, à l'utiliser sans souffrir autant. C'est ce que mon père étudiait. Où allons-nous maintenant ?» Valmont, qui surveillait attentivement le rétroviseur pour s'assurer qu'il n'était pas suivi, répondit « Nous devons d'abord récupérer d'autres enfants. Ensuite, nous irons au Château des Étoiles. »« D'autres comme nous ?»« Oui, » confirma Amélie. « Une fille qui visite les rêves, un garçon qui parle aux animaux, une autre qui ressent les émotions des autres. » Pour la première fois, un sourire éclaira le visage de Lucas. « Je ne serai plus seul alors ?»« Non, » promit Amélie en lui prenant la main. Plus jamais. Les jours suivants furent une course contre la montre. Avec l'aide de Claire Dumas, qui les rejoignit après avoir semé Élise, ils parvinrent à récupérer 4 autres enfants. Émilie Rousseau à Strasbourg, Sophie Clément à Bordeaux, Thomas Leroy à Toulouse et Léa Fabre à Nice. Chaque sauvetage fut plus difficile que le précédent, le consortium semblant toujours un pas derrière eux, mais jamais assez loin pour qu'ils puissent se sentir en sécurité. Une semaine après leur départ de Lyon, ils arrivèrent enfin au Château des Étoiles. La demeure ancestrale des Valmont semblait les accueillir comme des enfants prodiges revenant au bercail, ces vieilles pierres protectrices formant un rempart contre le monde extérieur. Valmont avait transformé le château pour accueillir ses enfants extraordinaires. Chacun avait sa chambre, décorée selon ses goûts et ses besoins spécifiques. Pour Émilie, des capteurs de rêves et des cristaux censés apaiser son sommeil agité. Pour Thomas, des espaces où les animaux du domaine pouvaient venir librement. Pour Sophie, une pièce aux couleurs douces et à l'acoustique étudiée pour minimiser les stimulations émotionnelles extérieures. Pour Léa, qui pouvait guérir les blessures mineures, une petite serre remplie de plantes médicinales. Et pour Lucas, Valmont avait aménagé une salle spéciale, aux murs rembourrés, où il pouvait pratiquer sa télékinésie en toute sécurité. Claire Dumas avait temporairement abandonné son poste à l'hôpital pour s'installer au château, apportant son expertise médicale et neurologique. Sous sa supervision bienveillante, les enfants apprenaient progressivement à comprendre et à maîtriser leurs dons, à repousser leurs limites sans mettre leur santé en danger. Un soir, alors que les enfants dormaient, Valmont et Claire discutaient dans la bibliothèque, examinant les recherches de Laurent sur la grande convergence. Selon ses calculs, expliqua Valmont, la convergence aura lieu exactement dans 143 jours. À ce moment-là, les dons de ces enfants atteindront leur apogée. Et quelles seront les conséquences exactes de cette amplification ? Demanda Claire, préoccupée. Laurent n'était pas certain, admit Valmont. Ses recherches suggèrent que les dons pourraient devenir incontrôlables sans préparation adéquate. Dans le pire des cas, cela pourrait provoquer des perturbations physiques et psychiques majeures, non seulement pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour leur environnement. Et dans le meilleur des cas, une stabilisation permanente de leur capacité à un niveau optimal, sans les effets secondaires néfastes qu'ils subissent actuellement. Claire contempla pensivement les documents étalés devant eux, ce qui expliquerait l'intérêt du consortium. S'ils parviennent à contrôler ces enfants pendant la convergence, ils obtiendraient un pouvoir presque illimité, compléta Valmont sombrement. Imaginez, la précognition d'Amélie, la télékinésie de Lucas, l'empathie de Sophie, tous ces dons amplifiés et exploités à des fins de manipulation et de contrôle. Ils furent interrompus par un léger bruit à la porte. Amélie se tenait là, en chemise de nuit, ses yeux trahissant qu'elle n'avait pas trouvé le sommeil. « Tu devrais dormir », dit doucement Valmont. « Je n'y arrive pas », répondit-elle en s'approchant. « J'ai eu une nouvelle vision. » Claire et Valmont échangèrent un regard inquiet. Les visions spontanées d'Amélie s'étaient intensifiées ces derniers temps, signe que la convergence approchait. « Que as-tu vu » demanda Claire. « D'autres enfants » murmura Amélie. « Beaucoup d'autres, dispersés partout en France. Certains ne savent même pas qu'ils ont un don. D'autres se cachent, effrayés, et le consortium les cherche activement. » « Combien d'enfants » s'enquit Valmont. « Au moins une vingtaine » répondit Amélie. «
et ils doivent tous être réunis ici avant la convergence. Sinon, elle hésita, cherchant ses mots. Sinon, les énergies dispersées créeront une sorte de déchirure. Une déchirure, répéta Claire, perplexe. Dans la réalité, précisa Amélie, ses yeux reflétant la terreur que cette vision lui inspirait. Comme si le tissu même du monde se déchirait sous la pression d'énergie non harmonisée. Valmont attira sa nièce contre lui dans un geste protecteur. « Nous les trouverons, Amélie, tous. »« Le temps presse, » murmura la fillette, « et nous ne sommes pas les seuls à les chercher. » Le lendemain matin, Valmont réunit tous les enfants dans la grande salle du château, transformée en salle de classe improvisée. Les 5 enfants, âgés de 7 à 11 ans, s'installèrent en demi-cercle autour de lui, leur visage exprimant un mélange de curiosité et d'appréhension. « Mes chers enfants, » commença Valmont, « je sais que ces derniers jours ont été bouleversants pour vous. Vous avez été arrachés à vos vies, amenés dans ce lieu étrange, tout cela parce que vous possédez des dons extraordinaires. » « Des dons ou des malédictions ?» intervint Sophie, la petite empâte de Bordeaux. « Chaque fois que j'utilise mon pouvoir, je souffre. C'est justement de cela que je veux vous parler, » poursuivit Valmont. « Vos dons vous font souffrir parce que vous n'avez pas encore appris à les maîtriser pleinement. C'est comme un muscle que vous n'auriez jamais exercé correctement et qui se crampe dès que vous l'utilisez. »« Et vous allez nous apprendre ?» demanda Thomas, le garçon qui communiquait avec les animaux. « Claire et moi ferons de notre mieux, » confirma Valmont. « Mais il y a quelque chose de plus important encore. Dans un peu plus de 4 mois aura lieu un événement astronomique rare, la Grande Convergence. Lorsqu'elle se produira, vos dons atteindront leur puissance maximale. Ce sera dangereux ?» s'inquiéta Léa, la petite guérisseuse. « Cela dépendra de votre préparation, » expliqua Claire qui venait de les rejoindre. « Si vous apprenez à maîtriser vos dons d'ici là, la convergence sera une bénédiction. Sinon, » elle laissa sa phrase en suspens, ne voulant pas effrayer inutilement les enfants. Mais Amélie, avec sa franchise habituelle, compléta « Sinon, nous risquons de nous détruire et de causer des dommages bien au-delà de nous-mêmes. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Ce fut Lucas qui le rompit le premier. « Alors, qu'attendons-nous ? Commençons l'entraînement. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Chaque enfant travaillait quotidiennement à développer et contrôler son don spécifique sous la supervision attentive de Claire et Valmont. Les progrès étaient visibles. Lucas parvenait désormais à déplacer des objets plus lourds sans saignement nasal. Sophie pouvait filtrer les émotions qu'elle percevait. Émilie visitait les rêves des autres enfants de façon contrôlée, leur apportant réconfort et sérénité. Parallèlement, Valmont et Claire poursuivaient leurs recherches sur les autres enfants doués signalés par Amélie. Grâce au réseau médical de Claire et aux ressources technologiques de Valtech que Valmont contrôlait encore partiellement à distance, ils parvinrent à localiser 9 enfants supplémentaires. Les récupérer s'avéra plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. Le consortium avait renforcé sa surveillance et chaque nouvelle extraction devenait une opération complexe. Pour certains enfants, il fallut convaincre des familles réticentes. Pour d'autres, orphelins ou abandonnés, il fallut naviguer dans les méandres administratifs du système de protection de l'enfance. Mais progressivement, le château des étoiles se peuplait de nouveaux visages, de nouveaux dons, de nouvelles histoires. Chaque arrivée renforçait le groupe, créant des synergies inattendues entre leurs capacités. À 3 mois de la convergence, ils avaient réuni 14 enfants. Il en manquait encore 8, selon les visions d'Amélie. Et le temps pressait. Un matin, alors que les enfants prenaient leur petit déjeuner dans la grande salle à manger du château, Amélie fut frappée par une vision si puissante qu'elle s'effondra, renversant son bol de chocolat. Lucas, assis à côté d'elle, utilisa instinctivement sa télékinésie pour la rattraper avant qu'elle ne heurte le sol. Claire se précipita à ses côtés, tandis que Valmont éloignait les autres enfants pour ne pas les effrayer davantage. « Amélie, que se passe-t-il » demanda doucement Claire, prenant son pouls. La fillette ouvrit les yeux, son regard étrangement lumineux. « Je les ai tous vus, » murmura-t-elle. « Tous les enfants qu'il nous reste à trouver, et j'ai compris comment les atteindre simultanément. »« Comment » s'enquit Valmont qui s'était rapproché. « En combinant nos dons, » expliqua Amélie, se redressant lentement. « Émilie peut visiter leurs rêves, leur montrer le chemin vers nous. Sophie peut projeter des émotions rassurantes pour les guider. Thomas peut envoyer des animaux comme messagers. Et Lucas, je peux faire quoi ? Demanda le garçon, intrigué. Tu peux créer une sorte de balise énergétique, un phare que seuls les enfants comme nous peuvent percevoir.
L'idée était audacieuse, presque folle. Mais face à l'urgence de la situation et au temps qui s'amenuisait, Valmont accepta de tenter l'expérience. Ils transformèrent l'observatoire du château, où la grand-mère de Valmont avait jadis étudié les étoiles, en centre d'opération. Les 4 enfants, aux dons les plus développés, Amélie, Lucas, Émilie et Sophie, prirent place aux 4 points cardinaux d'un cercle tracé sur le sol. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda une dernière fois Claire, inquiète des risques potentiels pour leur santé. « Nous n'avons pas le choix, » répondit Amélie, avec cette gravité qui la caractérisait. « Plus nous attendons, plus il sera difficile de tous les réunir avant la convergence. » Les 4 enfants se prirent les mains, formant un cercle parfait. Amélie commença à guider l'expérience, sa voix douce mais assurée. Émilie visualise un rêve paisible, un château entouré d'étoiles. Projette-le vers tous les esprits réceptifs que tu peux atteindre. La petite fille ferma les yeux, son visage se détendant progressivement, tandis qu'elle entrait dans cet état particulier qui lui permettait d'influencer les rêves d'autrui. Sophie envoie des ondes de sécurité, de confiance, d'appartenance. Fais-leur sentir qu'ils ont enfin trouvé leur place. L'empathe se concentra, ses joues se colorant légèrement sous l'effort. Lucas. Crée un pont énergétique, une voie que leurs dons pourront suivre jusqu'à nous. Le garçon ferma les yeux, une légère aura bleutée commençant à l'entourer, tandis qu'il canalisait sa télékinésie d'une façon totalement nouvelle. « Et moi, » conclut Amélie, « je vais chercher dans les possibles pour trouver le chemin le plus sûr pour chacun d'entre eux. » Valmont et Claire assistèrent, fascinés et inquiets, à ce phénomène extraordinaire. L'air semblait vibrer autour des 4 enfants, des filaments de lumière presque imperceptibles, reliant leurs mains jointes. Pendant près d'1 heure, ils restèrent ainsi immobiles, concentrés, leurs visages exprimant tour à tour effort, douleur et sérénité. Puis, aussi doucement qu'il avait commencé, le phénomène s'estompa. Les enfants rompirent leur cercle, épuisés, mais rayonnants. « Ça a marché », annonça Amélie, un large sourire illuminant son visage habituellement grave. « Ils ont reçu notre message. Ils viennent. » Les jours suivants confirmèrent le succès de leur opération. Un à un, les enfants manquants commencèrent à arriver au Château des Étoiles, guidés par les rêves d'Émilie, les émotions de Sophie, et parfois escortés par des animaux étrangement serviables, l'œuvre de Thomas. 1 mois avant la convergence, ils étaient au complet. 22 enfants aux dons extraordinaires, réunis sous le même toit pour la première fois. Une famille d'âmes spéciales, liées par bien plus que leurs simples conditions. Mais le consortium n'avait pas renoncé. Gabriel Moreau, furieux de voir ses proies lui échapper, avait rassemblé toutes ses ressources pour une offensive finale. Grâce à des technologies de pointe, il était parvenu à localiser approximativement le Château des Étoiles, malgré ses protections. Amélie fut la première à percevoir la menace imminente. Une nuit, à 2 semaines de la convergence, elle se réveilla en hurlant, réveillant tout le château. Valmont se précipita dans sa chambre, trouvant sa nièce en larmes, tremblante. « Ils arrivent !» sanglota-t-elle. « Une armée entière. Ils ont des appareils qui peuvent neutraliser nos dons. Ils veulent nous capturer, nous emmener dans leur laboratoire pour la convergence. » Valmont convoqua immédiatement un conseil de guerre avec Claire et les enfants les plus âgés. La situation était critique. Fuir avec 22 enfants était impossible. Et même le Château des Étoiles ne pourrait résister à un assaut frontal. « Il nous reste une option », déclara finalement Amélie, après que toutes les autres possibilités eurent été écartées. « Nous devons déclencher une convergence anticipée. »« C'est impossible », protesta Claire. « L'alignement astronomique ? Pas l'alignement réel, précisa Amélie. Mais nous pouvons créer une résonance similaire en combinant tous nos dons d'une certaine façon. J'ai vu cette possibilité dans mes visions. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. » « Risqué comment ?» demanda Valmont, soudain très inquiet. « Ça pourrait nous coûter beaucoup, » admit Amélie. « Peut-être nos dons eux-mêmes. Mais nous resterions libres, et ensemble. » La décision fut soumise à tous les enfants. Malgré la peur, malgré l'incertitude, ils choisirent unanimement de suivre le plan d'Amélie. Leur don leur avait apporté autant de souffrance que de joie, et beaucoup étaient prêts à y renoncer si cela signifiait vivre enfin normalement, sans crainte d'être exploités. Les préparatifs prirent 3 jours intenses. Sous la direction d'Amélie, guidée par ses visions, ils transformèrent la grande salle du château en un espace cérémoniel complexe. Des symboles furent tracés au sol, correspondant aux configurations stellaires de la convergence à venir. Chaque enfant prit place à un endroit précis.
formant une constellation humaine d'une précision mathématique. Le jour J, alors que les premiers véhicules du consortium apparaissaient au loin dans l'allée du château, les 22 enfants prirent position, Amélie au centre du dispositif. Valmont et Claire, impuissants mais résolus à les protéger jusqu'au bout, verrouillèrent les portes et prirent place à l'extérieur du cercle. « Quoi qu'il arrive, » déclara Amélie d'une voix claire qui résonna dans la grande salle, « n'oubliez jamais que nous avons choisi ce moment, que nous sommes plus forts ensemble qu'isolés, que nos dons, même s'ils disparaissent aujourd'hui, nous ont permis de nous trouver. » Un à un, les enfants activèrent leurs capacités uniques, créant un réseau d'énergie qui s'entrecroisait au-dessus d'Amélie. La petite fille, baignée dans cette lumière surnaturelle, ferma les yeux et se laissa porter par sa précognition, la plus puissante jamais atteinte. À l'extérieur du château, les véhicules du consortium s'immobilisèrent brusquement. Leurs moteurs s'éteignirent, leurs appareils électroniques cessèrent de fonctionner. Une onde invisible mais puissante émanait du bâtiment, neutralisant toute technologie dans un rayon de plusieurs kilomètres. Dans la grande salle, le phénomène atteignait son apogée. Les énergies combinées des 22 enfants créaient une réplique parfaite des conditions de la convergence, concentrée et contrôlée. Un flash de lumière éblouissant emplit la pièce, si intense que Valmont et Claire durent détourner le regard. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, tout s'arrêta. Le silence retomba sur le château. Les enfants, épuisés mais conscients, se relevèrent un à un. Amélie, au centre, fut la dernière à ouvrir les yeux. Son regard avait changé, perdant cette profondeur presque surnaturelle qui l'avait toujours caractérisée. « C'est fait, » murmura-t-elle. « Nos dons sont stabilisés. »« Stabilisés ou disparus ?» demanda doucement Valmont. « Ni l'un ni l'autre, » sourit Amélie. « Transformés. Nous ne pourrons plus jamais les utiliser au niveau que nous connaissions, mais ils resteront une part de nous, comme un écho, un souvenir dans nos cellules. » Lucas s'approcha d'un petit objet posé sur une table et tendit la main. L'objet trembla à peine, ne s'élevant que de quelques millimètres avant de retomber. Mais pour la première fois, le garçon ne ressentit aucune douleur, aucun saignement. « Je comprends, » dit-il avec un sourire paisible. « C'est comme si nos dons étaient devenus juste une partie normale de nous-mêmes. » À l'extérieur, déconcertés par la panne inexplicable de leurs équipements et par une soudaine perte de motivation qu'ils ne s'expliquaient pas, les agents du consortium rebroussaient chemin. Quelque chose d'indéfinissable les poussait à abandonner leur mission. Comme si l'idée même de capturer ces enfants leur semblait soudain absurde, inutile. Dans les semaines qui suivirent, Valmont utilisa ses connexions et les preuves rassemblées par Laurent pour démanteler officiellement le consortium. Gabriel Moreau et ses principaux complices furent arrêtés, leurs activités illégales exposées au grand jour. Valtech, purged de ses éléments corrompus, fut réorienté vers des projets bénéfiques sous la direction renouvelée de Valmont. Le Château des Étoiles devint officiellement une école pour enfants à haut potentiel, accueillant non seulement les 22 jeunes aux dons spéciaux, mais aussi d'autres enfants marginalisés par leurs différences. Sous la direction pédagogique de Claire Dumas, l'établissement développa une approche éducative révolutionnaire, respectueuse des particularités de chaque enfant. Amélie, désormais officiellement adoptée par son oncle, retrouva progressivement une vie d'enfant normale. Ses visions, autrefois envahissantes et douloureuses, n'étaient plus que de rares intuitions, des pressentiments occasionnels qui l'aidaient à naviguer dans la vie sans la submerger. Un an après la convergence anticipée, alors que le Château des Étoiles s'épanouissait en un havre de paix et d'apprentissage, Amélie et Valmont observèrent le coucher du soleil depuis la terrasse principale. « Regrettes-tu parfois ?» demanda doucement Valmont. « Tes visions, la puissance que tu avais ?» Amélie réfléchit un moment, son visage d'enfant illuminé par les derniers rayons du jour. « Non, » répondit-elle finalement. « Ce que nous avons maintenant est bien plus précieux. Une famille, un foyer, un avenir que nous avons choisi, pas un qui nous a été imposé. » Valmont sourit, serrant la main de sa nièce. Au loin, dans le parc du château, les autres enfants jouaient, riaient, vivaient simplement. Leurs dons atténués mais présents étaient devenus des talents particuliers plutôt que des fardeaux ou des armes potentielles. Ce qui avait commencé comme une rencontre improbable dans une gare parisienne avait évolué en une révolution silencieuse, transformant non seulement la vie de ces enfants extraordinaires, mais aussi la perception même de ce qui constitue un don véritable. Car le plus grand pouvoir, comme l'avait finalement compris Amélie, n'était pas la capacité de voir l'avenir
ou de déplacer des objets par la pensée. C'était la force qui naît de la connexion entre les êtres, de l'acceptation des différences et du courage de choisir son propre destin. Au Château des Étoiles, sous la protection bienveillante des murs imprégnés de l'alliage spécial de leur grand-mère, une nouvelle génération grandissait, apprenant que la véritable magie réside dans l'harmonie entre ce que nous sommes et ce que nous choisissons de devenir.